Bonjour à tous et avant d'ouvrir, je souhaite que tous les membres de la Banque mondiale et de la FMI euh, de bien vouloir lever la main et l'agiter parce que c'est l'effet papillon qui pourra ainsi se produire à travers le monde grâce à notre partenariat. C'est l'engagement que je prends devant vous et auprès de vous. Grâce à vous et ensemble, une personne en vaut trois. Comme je l'avais dit lors de notre première réunion à Marrakech, Kristalina, vous avez dès le premier jour été une amie et un partenaire et vous avez toujours été fidèle à ce partenariat. C'est un immense privilège de me retrouver devant vous, à la veille de la convergence de deux moments importants pour le groupe de la Banque mondiale. D'abord, la célébration de ce que nous avons réalisé en 80 ans, comme Kristalina l'a souligné, mais également réfléchir aux enseignements que nous avons tirés. Et puis, c'est le moment de marquer une année de changement, de travail acharné, de progrès et surtout de nous préparer à la prochaine génération de défis qui nous attendent. La Banque mondiale ainsi que le FMI ont été créés à un moment de bouleversement mondial, comme l'a souligné Kristalina. C'était créé en 1944 lors de la conférence de Bretton Woods. Et ces institutions sont nées à la suite de la dévastation généralisée provoquée par la Deuxième Guerre mondiale. Sa mission initiale, c'était la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Son objectif était très nettement destiné à aider les pays déchirés par la guerre à se reconstruire. Mais même dès les premiers échanges, il y a eu un débat très animé et à propos, la plupart des personnes présentes étaient des hommes, mais il y avait une femme. Et là, c'est un changement comme agréable de ne pas avoir qu'une seule femme présente dans nos échanges. On y reviendra. Mais toujours est-elle que c'était un débat très animé. Est-ce que la Banque mondiale doit se consacrer uniquement à la reconstruction ou bien pourrait-elle jouer un rôle plus large en favorisant le développement à l'échelle mondiale? Et depuis, les banques, les besoins du monde ont été évolués, la banque a évolué avec eux. Et là encore, nous nous trouvons à la croisée des chemins. La reconstruction est au premier plan en raison des guerres qui sévissent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Les enseignements du passé nous ont particulièrement bien préparés à faire à reconstruire à partir des conflits d'aujourd'hui. Et évidemment, la reconstruction est une démarche essentielle, mais de plus en plus, on se tourne vers le développement. Et c'est là le cœur du métier, en quelque sorte, de la Banque mondiale, d'aider les nations à sortir de circonstances défavorables pour permettre à leur population de réaliser pleinement leur potentiel. Aujourd'hui, nous faisons face à un monde d'une complexité sans précédent. La pauvreté, le changement climatique, les conflits, les pandémies, tout cela est très intrinsèquement lié. Les exigences modernes de la reconstruction du développement demandent de nous une institution qui soit à la fois plus rapide, plus simple, mais plus efficace aussi. Des institutions capables de relever les défis de notre temps, mais à une échelle sans précédent. Et c'est un appel qui a été repris par nos actionnaires, nos clients. Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 16 mois, le mandat était de travailler avec une équipe dévouée de la banque pour concevoir l'évolution de notre propre institution, et c'est ensemble que nous nous sommes lancés dans cette aventure pour construire une meilleure banque, pour donner vie à cette vision. Et je pense que nous avons réalisé des progrès remarquables au niveau de l'institution, et nous sommes en bonne voie d'atteindre de tenir cette promesse. Nous avons fait des pas dans la bonne direction. Alors je sais qu'il y a des étapes importantes qui ont été accomplies, des opérations plus simplifiées, une institution plus axée sur l'impact, une meilleure capacité de prêt. Alors d'abord, nous sommes plus rapides parce que lorsque le développement est retardé, il est finalement compromis. En simplifiant nos processus, nous pouvons passer plus rapidement de la planification à l'action. Nous pouvons réduire les délais qu'il faut pour apporter le service attendu de nos clients. Nous avons réduit le délai d'approbation des projets de 19 à 16 mois, mais notre objectif est d'arriver à 12 mois d'ici au mois de juin de l'année prochaine. Tel est notre objectif. Et puis cela se traduit dans la réalité puisque nous nous servons d'une approche par plateforme, ce qui a permis de mettre en place des projets sanitaires qui présentent des caractéristiques analogues dans 5 pays différents. Et cela
en moins de 100 jours. Et 2 d'entre eux ont été réalisés en moins de 30 jours. Donc on arrivera à cette histoire de 12 mois. Mais la question est de savoir, et là c'est un autre exemple, dans la région du Pacifique, nous avons approuvé un projet d'appui aux correspondants bancaires avec 7 pays, et ce sur une période de seulement 10 mois. C'est la voie dans laquelle nous sommes lancés. Et puis deuxièmement, nous nous sommes simplifiés. Les processus ne doivent jamais prendre le pas sur le fond. En simplifiant nos processus, nous travaillons de manière plus efficace, mais nous facilitons la vie de nos clients, et notamment ceux dont les moyens sont limités, leur capacité d'accès à nos services est restreinte, et c'est la mission, enfin pour la Banque mondiale, c'est la grande majorité de nos clients qui se trouvent dans ce cas. Nous mettons en place un cadre de partenariat pays unifié. Nous avons nommé 21 chefs pays conjoints qui représentent l'ensemble du groupe, à savoir la BI, la BIRD, l'IDEA, le MIGA et la SFI. Alors ce n'est qu'au début, mais nous constatons déjà un changement de collaboration entre notre direction, nos équipes, notre personnel, et les premiers retours sont très encourageants. Donc nous sommes en voie d'étendre ce programme, donc à quelques 20 autres pays d'ici au début de l'année prochaine. Mais entre-temps, nous avons mis en place toute une série de changements qu'on voit rarement, mais les partenaires les ressentent bien, en unifiant de nombreuses fonctions de back-office, alors le budget, l'achat, l'immobilier, nous pouvons apporter nos services plus rapidement et surtout mieux fonctionner en tant que groupe unifié. Et puis nous nous efforçons d'être un meilleur partenaire, un meilleur collaborateur avec d'autres banques multilatérales de développement. Et là, je reconnais mes amis et collègues assis ici. Au cours de la dernière année, plutôt, la Banque mondiale a officialisé des partenariats avec 5 autres institutions. On travaille dans tous les domaines, de l'Amazonie avec la Banque internationale de développement, au commerce transfrontalier avec la BID, en passant par le renforcement des services avec la BAI, je vois son représentant ici. Bientôt, nous aurons un accord avec la Banque asiatique de développement qui permettra à nos clients de gagner en efficacité. Et là, je crois que nos clients pourront le ressentir directement. Et puis, en tant que constellation de banques multilatérales de développement, nous avons créé une plateforme en ligne qui permet aux institutions de développement de partager des projets cofinancés et d'en discuter de manière sécurisée, transparente, ce qui nous permet de réduire les charges administratives, les coûts de transaction, d'améliorer la coordination des financements et à terme, finalement, d'avoir un impact plus important sur le développement. En l'espace de 6 mois, nous avons quelques 100 projets en préparation et certains d'entre eux commencent déjà à être financés. J'y reviendrai. Et puis, troisièmement, nous nous sommes plus orientés vers ce qu'on appelle l'impact. Parce qu'en accordant la priorité à des résultats mesurables, nous renforçons la responsabilisation, nous ciblons nos efforts à l'échelle de la banque, veillons à ce que les projets suscitent de réels changements. Notre banque du savoir Romania, maintenant les bonnes personnes en place à la tête de chaque secteur vertical pour toute l'institution. Ils s'attachent à mettre notre expertise au service de la création de cadres de partenariat pays, aider les pays à surmonter leurs problèmes de capacité pour élaborer des projets susceptibles de bénéficier d'un concours financier. Nous avons remanié notre fiche de performance institutionnelle. On passe de 150 à seulement 22 éléments. Cet ensemble simplifié d'indicateurs alimente le changement culturel que nous impulsons, renforçant ainsi les efforts que nous déployons à l'échelle de l'institution pour maximiser l'impact. Et la semaine dernière, nous avons publié les résultats de référence de 20 indicateurs et partagé nos formules de mesure. Ce faisant, elle permet à nos actionnaires, aux clients et aux contribuables de voir l'impact que nous produisons et les domaines dans lesquels nous devons faire davantage. Au moins, nous sommes transparents par rapport à cela. Et puis, notre capacité de prêt est mieux optimisée, les plus importantes. Nous savons utiliser nos outils financiers et nous pouvons avoir plus d'impact sans compromettre notre propre notation AAA. Et dans le cadre du G20, nous avons renforcé notre bilan, renforcé notre capacité de prêt de la BRD de plus de 150 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Et avec ces nouveaux outils, la générosité des actionnaires nous a permis d'obtenir ce résultat. Vous avez maintenant des capitaux hybrides, des garanties de portefeuille, de réduction du ratio fonds propres prêts en l'espace de 2 ans. Et nous avons proposer de nouveaux instruments et en les appliquant à grande échelle à d'autres solutions. Par exemple,
nous avons instauré un financement sur 50 ans de biens publics mondiaux sans frais supplémentaires. Et pour répondre à un éventail de besoins, nous avons commencé à offrir des prêts de plus courte durée, de seulement 7 ans, à des prix donc plus bas. Et puis nous cherchons des moyens d'étendre nos différents instruments de financement qui rémunèrent les résultats. Ces outils constituent une puissante incitation à obtenir des résultats et constituent une véritable partie de notre boîte à outils, comme le disait Kristalina hier. Ensemble, ils ont représenté près de la moitié des prêts de la BIRD et de l'IDEA l'an dernier. Et donc, c'est ce programme Pay for Results. Le financement de l'approche de rémunération, donc basée sur les résultats, et l'ajout de taux d'intérêt plus bas dont nous avons parlé pour les projets de biens publics mondiaux, ont conduit au lancement du Fonds pour une planète vivable. Nous avons capitalisé le fonds à hauteur de 200 millions de dollars prélevés sur nos revenus, parallèlement à un soutien initial de Danemark, de l'Allemagne, de l'Islande et du Japon. Mais nous attendons d'autres gouvernements et organisations, fait entreprises. Donc en agitant de la main, je vous demande d'applaudir bien fort pour faire venir d'autres contributeurs. Ben alors. Avant la fin de l'année, nous lancerons un nouveau mécanisme de financement de la préparation des projets qui sera financé à même les ressources de la BIRD afin d'aider les pays confrontés à des problèmes de capacité, rendre leurs idées attrayantes sur le plan financier. Nous avons mis en point un nouveau mécanisme pour accroître la valeur du capital et qui est prêt maintenant à être mis à profit par les actionnaires. Nous avons pris des mesures importantes en ce qui concerne la tarification des prêts de la BIRD afin que les pays à revenus intermédiaires puissent également nous emprunter à de meilleures conditions. Une partie de cet ajustement des prix permet, et c'est important, aux petits États qui sont déjà admissibles aux clauses de suspension temporaire du paiement de la dette après un choc climatique d'emprunter au niveau de prix le plus bas. Alors tous ces éléments font partie d'un effort soutenu. Notre pratique, c'est dès que nous voyons une opportunité d'améliorer notre bilan et d'en optimiser l'utilisation, eh bien, nous saisirons chaque occasion de le faire. Parce que, alors, l'association de financement d'un coût abordable à nos connaissances crée, à nos yeux, un puissant moteur de développement. Et c'est cette même volonté de faire tout ce que nous pouvons qui est ancrée dans notre campagne de reconstitution des ressources de l'IDEA. En l'espace de 60 ans, 36 pays ont perdu l'accès, ou non, n'ont plus accès aux ressources de l'IA, puisque nombre d'entre eux sont aujourd'hui des donateurs, devenus eux-mêmes des donateurs. Ils savent trois choses. D'abord, la puissance des dons et des prêts profondément concessionnels de l'IDEA. Deuxièmement, les connaissances, le savoir acquis par l'IDEA au fil des années renforcent les capacités d'autres pays. Il y a une voie de transmission dont Kristalina nous a parlé tout à l'heure. Troisièmement, la capacité unique de l'IDEA de multiplier par 3,5 ou 4 chaque dollar donné qui donne au donateur un impact plus important pour chaque dollar et qui donne aux clients la possibilité d'entreprendre des projets de plus grande envergure. L'IDEA a ainsi pu déployer quelques 270 milliards au cours des 10 dernières années. L'IDEA, c'est ce qui se fait de mieux en matière de développement. Il n'y a rien de mieux. Au-delà des fonds que nous déployons, ce sont les avantages que les gens en retirent. Au cours des 10 dernières années, l'IDEA a contribué à la fourniture de services de santé à près de 900 millions de personnes à travers le monde, au raccordement de 117 millions de personnes à un réseau électrique fiable et à l'approvisionnement en eau potable de 94 millions d'autres personnes. Elle a également aidé plus de 18 millions d'agriculteurs à produire davantage et à améliorer leurs résultats. En même temps, l'IDEA est une bouée de sauvetage pour les 78 pays les plus pauvres qui consacrent cette année près de la moitié de leurs recettes au service de la dette, comme le disait notre président. Et c'est bien plus que ce qu'il ne dépense au titre de la santé, de l'éducation ou de l'infrastructure combinée. Et dans ce contexte, c'est l'IDEA qui a fourni des financements concessionnels et des dons aux pays qui ont fait l'objet d'une attention particulière par la Banque mondiale et le G20. Sur cette somme, la moitié était des dons, l'autre moitié était des prêts profondément consensuels. Nous faisons donc tout ce qui est possible pour que l'IDEA dispose des ressources dont elle a besoin pour être efficace. Et nous estimons que si l'IDEA est plus simple, plus ciblée, cela permet d'engendrer de la stabilité, de la sécurité, de promouvoir le développement. Et puis, en même temps, nous sommes passés de 1100... Nous sommes passés plutôt à 1100 le nombre de mesures reprises. La société s'emploie
à ramener ce nombre à moins de 400, ce qui donnera aux clients plus de liberté pour définir leurs priorités et de faciliter leur développement. Nous espérons que lors du sommet pour les annonces de contribution que la Corée du Sud accueillera au mois de décembre, nous serons en mesure de dire aux 78 pays qui dépendent encore de l'IDA qu'une IDA plus simple et disposant de ressources suffisantes est bel et bien arrivée. Mais même avec les améliorations apportées chaque jour par la banque et des capitaux supplémentaires, il nous faut devons trouver un moyen d'inciter le secteur privé à jouer un rôle de multiplicateur de force. On a beaucoup parlé de la mobilisation du secteur privé. Mais ceci ne se fait pas du jour au lendemain, mais ceci pourra se faire. Le point de départ, c'est ce que nous avons fait. Nous avons publié des taux de défaillance et de recouvrement du secteur privé ventilés par pays et par secteur. Alors, il y a GEMS, qui est une plateforme en collaboration qui est partagée par les banques multilatérales de développement. Nous avons publié donc ces taux de défaillance et je tenais à le dire, hein, c'est donc les taux de défaillance du secteur privé et les taux de recouvrement. Alors, secteur par secteur, et nous avons également partagé des statistiques sur les taux de défaillance et de recouvrement des emprunts souverains remontant à 40 ans. Et ces données sont maintenant disponibles sur les Bloomberg Terminals pour tous les investisseurs. C'est la première chose. Deuxièmement, la SFI a publié des indicateurs de défaillance du secteur privé ventilés par la cote de crédit des emprunteurs. Mais ça ne va pas suffire, ces données. Il faut aller plus loin. Selon les estimations de l'ONU, il nous faut 4 000 milliards de dollars supplémentaires pour atteindre les objectifs du développement durable. Et ces ressources n'existent pas, même si on réunit les finances publiques, les banques multilatérales de développement et les organisations philanthropiques. Il faut le secteur privé. Et pour le mobiliser, il faut que ce secteur voit clairement la possibilité d'avoir un retour sur l'investissement. Nous avons créé le laboratoire de l'investissement privé qui est créé pour remédier justement au déséquilibre entre le secteur des énergies renouvelables. Et il y a 5 domaines d'intervention. Sur chacun des points, nous faisons des progrès. Nous cherchons d'autres façons d'appliquer les enseignements tirés. Alors, le premier point, c'est la certitude en matière de réglementation de politique. Nous testons actuellement notre capacité à aider les gouvernements dans ce domaine en collaboration avec le FMI et la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, dans le cadre de notre initiative qui vise à raccorder quelques 300 millions de personnes au réseau électrique en Afrique. Deuxièmement, l'assurance contre les risques politiques. Nous avons simplifié nos activités de garantie. Nous les utilisons de manière plus déterminée. Et cette année, déjà, nous avons émis 3 fois plus de garanties qu'à pareille période l'année dernière. Et ça me rappelle que 3 mois ne définissent pas une tendance. Mais enfin, on verra ce que ça donnera à long terme. Mais je crois que nous pourrons aller encore plus loin lorsque la plateforme sera entièrement opérationnelle. Et puis, troisièmement, le risque de change. Nous savons que le développement des marchés des capitaux est la meilleure façon d'aider les investisseurs à gérer le risque de change. Et avec le FMI, c'est ce que nous faisons. Mais ça prend du temps. Et entre-temps, il faut aider les pays à relever ce défi concernant l'accès au marché des capitaux locaux. Alors, quelles sont ces idées? D'abord, un mécanisme de partage des risques de change à plusieurs niveaux pour répartir le risque entre le secteur privé, les États et la Banque mondiale pour les projets à long terme. Et puis, nous nous employons à utiliser les dépôts excédentaires en monnaie locale dans les banques commerciales pour prêter davantage en monnaie locale. Et là, il y a eu un réel succès en la matière de crédit en monnaie locale. Un tiers des crédits sont financés de cette manière. Quatrièmement, première perte et Action Junior. Alors, nous sommes en train de mettre en place, on l'annoncera bientôt, le Frontier Opportunities Fund, qui encouragera le secteur privé en éliminant une partie du risque. La réserve de financement initial proviendra du revenu net de la SFI. Mais pour avoir l'envergure que nous désirons, il nous faudra des donateurs et des organisations philanthropiques. Et puis, cinquièmement, créer une classe d'actifs. Et ça, c'est ce qui est probablement la voie la plus encourageante à long terme pour le secteur privé. Nous élargissons les efforts de titrisation. Et c'est pas que de la titrisation, ce n'est pas que de la titrisation artificielle. C'est une véritable classe d'actifs. Et ces efforts sont élargis. On a créé un nouveau groupe dirigé par Doug Peterson, qui est le chef de la direction de S&P, de Standard & Poor's, qui prendra ses fonctions à l'automne et qui permettra à des grands acteurs tels que BlackRock, des banques commerciales, d'autres investisseurs. L'idée, c'est de passer de l'offre de petits prêts sur mesure à des titres plus importants, conditionnés, et créer un véritable marché où ce type d'actifs peut être échangé. Et entre autres, cela nous obligera à normaliser les prêts et les documents, aussi bien de notre côté que du
côté des pays destinataires, c'est ce qui représente le plus potentiel de dégager des montants importants auprès des investisseurs. Je pense aux fonds de pension, les compagnies d'assurance, mais également aux fonds souverains. Alors, il faudra attirer davantage d'investissements privés, mais ce sera, comme j'ai dit tout à l'heure, ça prendra du temps, mais nous sommes déterminés à y parvenir. Alors, avec les réformes qu'on a mises en place, il y en a d'autres en cours, et à ce titre, le groupe plutôt de la Banque mondiale est bien placé pour entreprendre des projets plus ambitieux et de plus grande envergure, en accélérant ainsi sa mission de créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Le projet M300, donc c'est de fournir de l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici à 2030, avec la Banque africaine de développement. La fondation Rockefeller s'est jointe à cette initiative et ensemble, nous nous employons à recruter d'autres organisations philanthropiques, des investisseurs pendant ce temps. Sur le terrain, nos équipes élaborent des analyses pays par pays, des obstacles auxquels chacun se heurte. Alors il est clair qu'il sera important de combiner des mini-réseaux distribués, d'avoir de meilleurs systèmes de transport, de distribution et des services publics correctement financés. Tout cela va compter. Nous prévoyons qu'au moins 30 milliards d'investissements dans le secteur public seront nécessaires, parmi lesquels l'IDEA jouera un rôle essentiel. Alors, ce travail sera achevé au début de l'année prochaine pour le sommet des chefs d'État en Tanzanie. Lors du sommet, 15 dirigeants se joindront à notre équipe, ainsi que des représentants donc, du FMI, mais également des banques de développement, des organisations philanthropiques et des investisseurs du secteur privé pour s'engager sur des plans d'action sur mesure. Et alors, nous aurons des exemples. Nous avons aussi un exemple de plateforme pays dans la pratique. Le FMI a fait preuve de générosité puisque, pour donner l'exemple, la façon dont nous pouvons utiliser ce fonds fiduciaire pour aider les pays à jouer leur rôle, et nous trouverons une façon d'y arriver, de sorte que 1 plus 1 feront 3 une fois de plus. Et notre engagement à l'échelle est bien défini dans notre objectif. Nous voulons accompagner les pays pour leur apporter un service de santé publique à quelques 1,5 milliard de personnes d'ici à 2030. Et dans le cadre de cette initiative, nous élargissons notre champ d'action pour aider les personnes à rester en bonne santé de la naissance à la vieillesse, en nous employant à atteindre les endroits les plus reculés et surtout faire en sorte que les soins de santé soient plus abordables. Et nous avons travaillé avec l'OMS, mais également avec le gouvernement japonais, à travers le centre de connaissances sur la couverture sanitaire qui sera ouvert l'année prochaine à Tokyo. Mais il y a d'autres objectifs comme ceux qu'on a annoncés lors de la COP28 qui vont de l'avant. Quelques 45% de nos financements sont consacrés au climat, la moitié pour l'adaptation d'ici à 2025. Nous en sommes à 44% sur les 45% en 2024 et donc nous arriverons à ces 45%. Alors nous sommes finis cet objectif sur l'adaptation parce que c'est là que les pays ont besoin de notre aide, surtout ceux qui ont la moindre capacité à avoir accès aux fonds. C'est un travail qu'il nous faut faire. Nous avons un pays mené par 50 pays pour réduire les émissions avec des systèmes en ligne, des systèmes de suivi pour voir les progrès réalisés. Nous avons également des projets de résilience pour les programmes de règlement de la dette. 12 pays essentiellement dans les Caraïbes et dans le Pacifique ont adhéré à cette initiative. Et avec ces initiatives, on a également l'option de réponse rapide, ce qui permet de réallouer une partie des fonds non décaissés dans des situations de crise. Et Cristalina et moi-même avons travaillé avec un certain nombre de pays sur justement cette option de riposte rapide. Et puis cette semaine, nous avons défini 2 objectifs pour l'agriculture. Et c'est dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, c'est les femmes. Il n'y avait qu'une seule femme à Bretton Woods pour donner plus de moyens aux femmes, leur permettre leur épanouissement, et il y aura 60% de nourriture supplémentaire pour nourrir 10 milliards de personnes en plus avec les nouveaux outils. Les obstacles du passé tels que la fragmentation céderont la place aux opportunités de demain. Il faut avoir une approche d'écosystème pour l'agroalimentaire qui réunit la Banque mondiale, les partenaires, pour aider les petits exploitants agricoles à dépasser les limites de l'agriculture de subsistance pour s'intégrer dans des chaînes de valeur à l'échelle commerciale. Et ce système est sous-tendu par notre propre expérience du secteur public en matière de création d'associations d'agriculture et la capacité des pouvoirs publics à financer et à donner accès au financement du secteur privé. Et nous travaillons avec un nouveau niveau d'investissement. Nous avons doublé nos engagements dans l'agrofinance, dans l'agro-industrie pour les porter à
à 9 milliards de dollars annuellement, et ce qui nous permettra de mobiliser d'autres milliards d'ici à 2030. Et c'est ensemble que nous pourrons remodeler plutôt l'avenir de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la croissance et surtout de l'emploi bien rémunéré dans le secteur agricole. Mais nous travaillons également à l'avènement d'un monde où les femmes auront le pouvoir de fasciner leur propre destin, où elles ne seront pas limitées par les attentes de la société ou les contraintes économiques. Notre travail consiste à construire une véritable échelle d'opportunités où chaque échelon représente un pas vers une plus grande autonomie. Pour aider les femmes à gravir ces échelons, eh bien, nous leur apporterons un soutien à chaque étape. Notre objectif, c'est de jeter les bases de cette échelle, pour ainsi dire, avec un filet de sécurité sociale pour quelques 250 millions de femmes d'ici à 2030. C'est une étape intermédiaire qui connaîtra quelques 300 millions de femmes au haut débit. Et puis, le point culminant, c'est de donner accès au capital à 80 millions d'entreprises dirigées par des femmes. C'est notre objectif. Ces objectifs seront atteints grâce à un plan d'action global qui associe réformes réglementaires, compétences, accessibilité numérique et partenariat. Mais notre tâche est loin d'être achevée. En fin de compte, nous devons concentrer nos efforts sur les projets de développement et sur la lutte contre les causes profondes de la pauvreté. La pauvreté est un état d'esprit, c'est pas seulement un état d'être. Le moyen le plus efficace de vaincre la pauvreté, c'est de créer des emplois. La meilleure façon d'enterrer définitivement la pauvreté, c'est de donner à chacun l'espoir, l'optimisme, la dignité de l'emploi. Je vous propose de tourner la page et de nous tourner vers l'avenir. La Banque mondiale s'apprête à passer la phase suivante de sa mission, de veiller à ce que la création d'emplois, et de sorte que cet emploi ne soit pas un sous-produit de ces projets, mais véritablement un objectif. Tout au long de l'histoire du développement, l'emploi s'est avéré à maintes reprises la panacée, en tout cas la solution la plus sûre, la plus durable contre la pauvreté. Cette dignité, ce nouvel optimisme est essentiel pour redévelopper de nouveaux potentiels. L'homme, la femme qui travaillent sont porteurs d'espoir, pour la jeunesse, pour construire de meilleures communautés. Et au cœur de toutes ces économies émergentes du monde, vous avez une véritable révolution silencieuse à l'œuvre. Vous avez une vaste génération, 1,2 milliard de jeunes qui sont enthousiastes comme nous l'étions quand nous étions jeunes. Certains d'entre vous êtes encore jeunes, pas moi, mais certains d'entre vous l'êtes. Mais prêts à entrer sur le marché du travail. Ces gens veulent trouver du travail. Et Kristalina m'a poussé dans ce sens depuis que j'ai commencé à travailler avec elle. Et pourtant, le champ d'opportunités ne s'élargit pas au même rythme. Actuellement, les pays devraient créer quelques 420 millions d'emplois, mais le spectre du chômage plane, puisque sur les 1,2 milliard, il y en aura 800 millions qui se retrouveront sans emploi digne de ce nom. Et cela va déstabiliser les sociétés. Cela va entraver, bien sûr, la croissance économique. On ne saurait trop insister sur la gravité de ce défi, plus que sur le potentiel dont dispose cette génération pour changer le monde de manière définitive. Mais les prévisions ne sont pas une fatalité. On peut les changer. Il faut y travailler à cette fin. Nous avons lancé une initiative spécifique visant à créer des emplois pour les jeunes. Les présidents Tharman de Singapour et Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, sont à la tête de cette initiative avec un groupe de chefs d'entreprise, de membres de la société civile, d'universitaires qui se sont réunis pour la première fois cette semaine. Et cette orientation est nécessaire parce que les emplois ne sont pas gérés ou créés plutôt de manière isolée. Elles exigent un véritable mariage entre la préparation des personnes et la préparation des opportunités, parce que si le talent est partout, les opportunités, elles, ne le sont pas. Ce mariage, comme j'ai dit, s'appuie sur des éléments fondamentaux que la Banque mondiale s'est engagée à soutenir: la santé, les infrastructures, l'éducation, le passage à l'échelle, la formation professionnelle, la sécurité alimentaire, la qualité de l'air et de l'eau. Nous pouvons aider à bâtir un secteur public qui emploie des personnes, qui favorise la croissance du secteur privé, en particulier pour les petites entreprises, qui représentent après tout 70% de l'emploi mondial, même dans les pays développés. Sans les PME, nous ne pouvons pas assurer la croissance de l'emploi, mais ce travail nécessite une collaboration avec des partenaires tels que
vous-même, le FMI, les autres banques multilatérales de développement, les gouvernements. Notre outil tel que le rapport Be Ready servira de source d'information pour des discussions fondées sur des données probantes. C'est ce que fait le FMI dans les pays dans le cadre de chaque mission pour créer donc ces discussions fondées sur les données probantes. Et dans la pratique, ça signifie qu'il faut tirer parti d'un grand nombre d'outils à la disposition du groupe de la Banque mondiale. Les experts de notre banque du savoir peuvent aider les gouvernements et les entreprises à identifier les opportunités, à en tirer parti. En mettant l'accent sur le renforcement des capacités, nous proposons des solutions sur mesure allant du développement des marchés financiers locaux à l'amélioration de l'éducation et des compétences. Cette nouvelle Académie du savoir utilise les meilleures pratiques pour doter plutôt les responsables publics des compétences dont ils ont besoin pour soutenir le développement de leur personnel et de leur secteur privé. Nos capitaux et nos garanties travaillent en tandem pour catalyser les investissements. C'est là que chaque élément du plan de travail du laboratoire de l'investissement sera essentiel. Et ce résultat sera amplifié par l'adoption de la technologie numérique. Les infrastructures numériques publiques nous permettent de fournir à un plus grand nombre de personnes des services essentiels tels que la santé, l'éducation, l'inclusion financière. Les technologies numériques permettent de faire tomber les barrières et réduire les avantages des acteurs en place en créant ainsi de nouvelles possibilités d'innovation, de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, la révolution des données, nous disposerons d'un puissant soutien favorable. Il faut l'exploiter de manière stratégique et sagement, mais si nous le faisons, nous aurons un outil très puissant. C'est le début d'un long voyage. Nous sommes engagés à donner aux jeunes qui grandissent aujourd'hui les meilleures chances de vivre dans la dignité. Mais il ne faut pas rester naïf face aux défis, mais parce que nous agissons plus vite, plus simplement, plus axés sur l'impact, le groupe de la Banque mondiale et nos collaborateurs sont mieux à même de réagir grâce à des financements innovants, des partenariats. Nous pouvons poursuivre des programmes plus ambitieux, tels que le raccordement à l'électricité de 300 millions d'Africains, ou le développement de l'agro-industrie de manière qui nourrisse le monde et les économies. Grâce à notre savoir et l'attention portée sur le secteur privé, nous pouvons aider à vaincre la pauvreté en créant des emplois. Bien sûr, nous ne pouvons courir aussi vite, aussi loin que le capital le permet. Et nous construisons donc la plus grande banque en nous employant à donner suite à l'appel du G20 en faveur d'une idée ambitieuse, mais à un moment donné, nous aurons besoin d'une base de capital renforcée pour la BIRD, pour la SFI, pour l'AMIGA. Et qu'il s'agisse d'une meilleure banque, d'une plus grande ambition, de notre engagement en faveur de jeunes et de femmes, les progrès auxquels nous aspirons exigent davantage de nous tous. Cela exige que nous ne succombions pas à la tyrannie des petites choses. Et surtout, il faut que cette constellation de partenaires volontaires, ceux d'entre nous qui sont présents dans cette salle et partout dans le monde, travaillent ensemble en tant que collaborateurs. Notre mission exige une endurance inébranlable, une volonté insatiable de continuer à aller de l'avant, malgré le temps, les revers, les défis. J'espère qu'au fur et à mesure que nous avancerons, nos idées mèneront à des actions qui, à leur tour, changeront les vies. C'est pour cela que nous sommes ici, pour changer les vies. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous accompagner dans cette aventure. Merci pour votre soutien, votre partenariat. Kristalina, merci d'être ce que vous êtes. Merci à toutes et à tous.